Je salue les quelques 600 participants attendus à cette conférence du Cercle des managers de l'immobilier. Alors, je veux croire que le succès dont témoigne ce nombre tient à la qualité de nos invités. Je vais vous les présenter tout à l'heure, mais enfin, ça n'est peut-être pas seulement ça, parce qu'on a toujours des invités de grande qualité. C'est le thème et c'est la gravité de la situation du marché de la revente des logements existants, des logements anciens, qui probablement préoccupe très largement les représentants de la filière qui sont nos participants, même si nos réunions sont ouvertes et que des représentants des pouvoirs publics, des journalistes et le public tout simplement peuvent les suivre et ne s'en privent pas. Voilà, donc un thème ce soir que nous avons choisi il y a quelques semaines et sa formulation me semble plus actuelle que jamais. Il y a quelques jours, une interview donnée par le président de la République au magazine Challenge fustigeait la générosité des aides publiques, l'augmentation des prix tendancielle ces dernières années et proposer, ce sont les propos d'Emmanuel Macron, finalement qu'on laisse faire le marché. Alors on se demande s'il faut relancer les transactions dans l'ancien, c'est la question que nous posons, et quelles solutions pourraient les relancer, peut-être néanmoins sans risquer une explosion, une augmentation des prix. Elle a effectivement pénalisé le marché depuis plusieurs années. Voilà. Alors, je vais tout de suite, avant que le président du cercle, Benjamin, ne nous dise un mot et qu'on entre dans le vif du débat, vous présenter et elles et ils vont apparaître quand je vais citer leur nom. J'insiste, et vous savez que je fais avec beaucoup de sérieux, sur la parité de notre casting cette fois-ci. On n'est pas toujours à ce niveau d'équilibre et c'est très important que nous l'ayons dans nos débats. C'est chose faite cette fois-ci. Et je vais sommairement présenter nos invités. Je vous renvoie au site du Cercle des managers de l'immobilier. Vous y trouverez des biographies complètes. Voilà. Rédigées avec soin. Je salue par ordre alphabétique, ça c'est indiscutable, Vanessa Benedict, elle est la directrice générale d'une société qu'elle nous présentera tout à l'heure en quelques phrases, qui s'appelle Homeloop, qui est une start-up, une jeune société. Elle est aussi au sein du groupe qui en est l'actionnaire, le groupe Benedict, un groupe familial, territorial de l'Est de la France. Bonsoir Vanessa. Bonsoir à tous. Bonsoir Henri. Merci beaucoup. Je salue à sa suite et en la remerciant tout particulièrement parce que cette période, plus que toutes les autres, sans doute, mobilise beaucoup nos élus, nos parlementaires, et il y a des textes de première importance, et puis la situation économique et sociale, évidemment, leur donne un travail tout particulier chez eux, sur leur territoire et au Parlement. Et je remercie Amel Gacquer, qui est sénatrice du Pas-de-Calais et qui est conseillère régionale des Hauts-de-France. Elle a été vice-présidente d'ailleurs de cet exécutif. Je la remercie beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation et bonsoir à tous. Merci beaucoup, madame. À sa suite, on continue avec l'ordre alphabétique. Hervé Lefebvre, il est le président de Megagence. Et alors, je n'ai pas eu à rédiger sa notice parce qu'il est déjà venu chez nous. Donc, sa notice était déjà sur le site. Ça devient fidèle puisque vous savez que l'habitude juridique, ça commence à deux. Hein. Donc, il est notre invité pour la deuxième fois. Bonsoir Hervé, président de Megagence. Bonsoir Henri, bonsoir à tous et à tous. Et enfin, et je lui donnerai tout à l'heure la parole en tête d'ailleurs en premier, Eric Junger, il est le directeur général de Crédit Expert. Il nous dira en deux mots quelle est l'importance de son enseigne. On sent bien au nom de sa société, quelle est sa spécialité en tout cas. Bonsoir Eric. Bonsoir Henri, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Benjamin, il t'appartient de dire le mot d'accueil à ta manière, et puis on va entrer dans le vif du sujet. Sans doute a-t-on beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses dont débattre. Bonsoir Henri, bonsoir à tous. Je crois qu'il faut être, on n'a pas arrêté de le dire, aujourd'hui notre marché est miné
Et quand on s'entend dire que laisser faire serait la solution, c'est très inquiétant pour tous les professionnels que l'on représente. Si on fait un petit point à date, la production des crédits ont chuté de 42%. Les taux n'arrêtent pas d'augmenter, les taux de crédit n'arrêtent pas d'augmenter. La baisse en volume des transactions est très importante et on constate, pour les plus honnêtes de la profession, une baisse de prix. Donc, à date, je crois que, et j'ai hâte d'assister effectivement à notre conférence parce que on est beaucoup à vouloir, à attendre des réponses d'un gouvernement qui, a priori, comme l'a dit notre président, souhaiterait laisser faire. Voilà. Merci Benjamin. Voilà, on va parler de tout ça. Alors, tu as déjà donné quelques chiffres, mais on a avec nous des grands acteurs du logement et du logement ancien. Je l'ai annoncé, Eric Junger, directeur général de Crédit Expert. Tu peux, Eric, nous dire quelques mots sur ton enseigne. Et on va voir que tu es titré pour nous donner une photographie de ce qui se passe dans le domaine du crédit. Je rappelle que 9 acquisitions sur 10 se font avec le levier du crédit dans le domaine immobilier. En clair, la condition pour que le marché tourne, c'est le crédit. Donc, il était normal que tu nous tendes une toile de fond avant que l'élu qui est notre invité puisse s'exprimer une première fois. À toi. Merci Henri, de nouveau. Donc oui, Crédit Expert, on a un cabinet de courtage en financement immobilier. Donc on accompagne en fait les clients qui soient particuliers, c'est le cas de la conférence d'aujourd'hui, ou professionnels, dans l'acquisition de leurs biens immobiliers. Donc on les accompagne auprès des établissements bancaires et on va négocier pour eux leur crédit. Donc on a un cabinet qui a maintenant un peu plus de 16 ans. Donc on a un petit peu d'expérience et on est passé par quelques remous au niveau de l'activité immobilière. Donc voilà ce que je peux vous dire à peu près déjà sur Crédit Expert. Alors, merci beaucoup. Donc, les chiffres, de ton point de vue, avec la production sur laquelle tu as barre, on entendait le président dire, mais aussi la Banque de France, que les crédits se réduisaient parce que les ménages ne souhaitaient plus, n'avaient plus aujourd'hui la même envie pour toutes les circonstances qu'on ne va pas décrire. Alors, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'était des propos qui étaient rapportés dans les Échos de ce jour d'ailleurs? Est-ce qu'il y a de la casse, c'est-à-dire des ménages qui auraient envie d'acquérir leur résidence principale, de réaliser un investissement locatif dans l'ancien comme dans le neuf au demeurant, et avec des dossiers qui ne passent pas, parce qu'on rappellera que le courtier, c'est l'avocat de l'emprunteur, du candidat emprunteur. Alors aujourd'hui, est-ce que tu emmènes des causes qu'il est difficile de défendre, ou est-ce que effectivement tu as moins de clients entrants parce qu'on se retient d'acquérir de l'immobilier? Alors, si tu me permets, on va revenir un petit peu déjà en arrière. On va revenir sur on va dire la fin du printemps de l'année dernière, où les premières sonnettes d'alarme ont été lancées, puisque du coup, il y a quelque chose qu'on connaissait de nom, mais qui est arrivé dans le périmètre, c'est le fameux taux d'usure, puisqu'on s'est retrouvé par rapport au premier semestre 2022 sur une phase très haussière des taux, qui fait qu'à un moment, la banque s'est retrouvée dans un effet ciseau où elle ne pouvait plus prêter d'un point de vue déjà légal. Donc, on a géré cette partie, je dirais, pendant une partie de l'année passée, à savoir attendre à chaque fois, chaque trimestre, puisque le taux d'usure était revu de manière trimestrielle, de passer sur le trimestre d'après, avec des premiers mots qui commençaient à arriver dans le paysage, avec forcément des craintes des acquéreurs, des craintes des vendeurs, des craintes des professionnels. Là, on est en première ligne, comme tu l'as dit, on est avocat pour le compte d'un client. Enfin, on est assimilé, on n'est pas dans le métier, mais en tout cas, ça s'apparente. Et du coup, on a commencé à alerter, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les notaires, les professionnels de l'immobilier, qui, eux, rapidement, au niveau du début de l'automne, ont senti qu'il y a quelque chose de pas normal qui était en train d'arriver dans le paysage. C'est-à-dire les premières craintes
des dossiers qui étaient justement refusés, des compromis qui tombaient à l'eau. Donc, on a eu tous ces premiers prémices au niveau de l'automne qui commençaient à donner quand même un climat qui était pas au meilleur niveau. Et on s'est heurté notamment par rapport au pouvoir public qui défendait ces statistiques, les chiffres qui sont des chiffres factuels, hein, mais qui étaient des chiffres forcément qui n'étaient pas en lien avec l'activité du moment. C'est-à-dire, c'est des chiffres, je rappelle, qui viennent de la… Nous, on parle de la production, eux parlent des déblocages. Il y a un décalage forcément entre le neuf, en plus, et l'ancien de quelques mois. Donc, on s'est retrouvé par rapport à ça face à des discussions qui étaient un peu un dialogue de sourds, puisque pour les pouvoirs publics, tout allait bien, puisqu'on était sur la production d'il y a 6 mois, donc forcément qui sortait aujourd'hui. Et nous, on était dans la réalité qui allait arriver à où on en est aujourd'hui. Donc, on a eu ces premiers prémices qui sont arrivés, ce qui fait qu'on a connu un deuxième semestre au niveau de l'activité qui commençait déjà à diminuer. Et pour arriver au final, quand on arrive un an plus tard, l'année dernière, on est peu ou prou sur 20 milliards de financés en avril, quand cette année, on arrive à peine à 14. Donc, ça correspond à plus ou moins à la baisse qui était évoquée tout à l'heure par Benjamin, nos 40% qui sont aujourd'hui qui sont factuels. Et pour répondre à la question derrière, les gens ont-ils peur, ont-ils envie d'acheter? On a des gens qui ont envie d'acheter, mais nous, on arrive à faire le filtre à un moment déjà en amont, de se dire, ça ne sert à rien de faire rêver les gens à l'acquisition immobilière si on n'a pas le financement. Tu l'as dit tout à l'heure, 9 clients sur 10 passent par un financement pour faire un achat immobilier. Donc, inutile d'aller faire signer des compromis à des gens si on sait que le dossier ne passe pas. Bien sûr. Donc, on essaye de barder au mieux ce périmètre-là déjà d'entrée de jeu. Alors, est-ce que, deux, trois questions, et on reviendra évidemment vers toi, la mensualisation du taux d'usure a-t-elle apporté de l'oxygène, au moins une fraction des ménages qui souhaitaient emprunter et qui étaient exclus? Et deuxième question, là on est déjà dans les propositions, il y a aujourd'hui une discussion ouverte, elle a été révélée il y a déjà une dizaine de jours par Bruno Le Maire, ministre de l'économie, avec le gardien du temple qui est le gouverneur de la Banque de France, sur l'assouplissement des fameux critères de 2019, il faut le rappeler, qui date bien avant l'inflation, du Haut Conseil de stabilité financière. Tu vas pouvoir les rappeler, même si je pense que tous ceux qui nous écoutent sont déjà bien avisés. Voilà, donc mensualisation, qu'est-ce que ça a apporté? Et deuxièmement, qu'est-ce que tu préconiserais? Il y a eu quantité de discours de ta profession sur le sujet pour mettre un peu d'huile dans les rouages. Bon, alors déjà, pour la mensualisation, oui, ça a apporté une bouffée d'oxygène aux banques, mais ça a été lié. Il y a plusieurs facteurs qui sont liés, puisque, encore une fois, on était sur une phase de remontée des taux, avec un taux d'usure qui est forcément calculé sur les déblocages de prêts. Donc, on a toujours 3 à 6 mois de décalage en fonction des déblocages. Et le fait qu'il soit mensualisé nous a permis, en tout cas, de donner une bouffée d'oxygène et aux banques pour permettre de remettre un peu de marge, déjà pour elles aussi, parce que du coup, il y a remonté des taux, donc il y avait forcément ce problème-là de marge qui était obligatoire. Et de l'autre côté, on s'est retrouvé, je dirais, dans un process où les taux aussi, si on prend l'indice de référence qui est l'OAT 10 ans pour les établissements bancaires, qui se sont aussi stabilisés depuis maintenant quelques semaines. Donc, en tout cas, ça a permis aux banques d'avoir une marge qui est un peu plus confortable, qui n'est pas encore assez suffisante, mais qui était un peu plus confortable. Et ça a permis à certains établissements bancaires de pouvoir profiter de cette bouffée d'oxygène, donc de prêter. D'accord. Assouplissement des critères. Alors, on rappellera 35% de taux d'effort, 25 ans de durée maximum, voire 27 si on achète du neuf, mais on parle ce soir spécialement de l'ancien. 20% de la production trimestrielle des banques sur laquelle on leur laisse une liberté. Ouais, j'ai cité les 3 grandes données. Est-ce qu'il faut toucher à ça? Est-ce qu'on peut le faire sans créer? On a entendu qu'on ne voulait pas de risque de surendettement immobilier. C'est la prévention du gouverneur de la Banque de France. Ton regard là-dessus, celui de ta maison? Déjà, le regard que je peux y donner, c'est qu'on a créé finalement, on a marbré quelque chose
où on avait quand même des établissements bancaires français qui sont parmi les plus sûrs en Europe. On l'a vu au gré des différentes crises. Donc, on a marbré quelque chose où on a enlevé une certaine forme de liberté de décision à la banque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu l'as rappelé, les 35% de taux d'effort avec 20% de dérogation. Et quand on prend les 20%, je ne vais pas aller dans la granularité du détail, mais il y a encore des pourcentages à mettre dans ces 20%, puisqu'aujourd'hui, 80% doit être sur la résidence principale. Là-dessus, c'est 30% pour les primo-accédants. Donc, ça peut donner un bon mal de tête aux établissements bancaires avant de savoir si elles sont dans les clous ou pas. Alors d'ailleurs, je t'interromps oui. parce que l'autre jour, très important, on trouve toujours que les contraintes qui pèsent sur les autres sont faciles. On entendait au Conseil national de l'habitat une expression de la représentante de la Fédération française de banque qui disait effectivement que c'était illisible, puisqu'on rappellera que c'est 80% des 20% dans ce que tu as cité et 30% des 80%. Voilà, bon, pour ceux qui n'ont pas sauté le CE2, on peut y arriver, mais après, c'est très difficile quand on produit les crédits de se limiter de cette façon-là. Surtout qu'il y a déjà une différence entre l'offre que tu vas faire à un client et finalement le déblocage qu'il va y avoir. Puisque techniquement, ce n'est pas parce que tu as fait une offre qu'il y aura un déblocage, puisque le client peut très bien ne pas faire. Donc, et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que même ces 20%-là, finalement, ce qui a été rappelé par le Haut Conseil et par les autorités en fin d'année, c'est que les banques ne l'utilisaient pas assez. Mais elles ne l'utilisent pas assez, pas parce qu'elles n'ont pas la demande, elles ne l'utilisent pas assez parce qu'elles ont la crainte et surtout, je dirais que la lecture est quand même hyper complexe avant de se lancer dedans. C'est un petit peu comme quand on passe devant un radar, on se met bien en dessous de la vitesse maximum. On se laisse une marge. C'est un peu ça. Après, parfait. C'est clair. Donc, en tout cas, toi, tu dirais que cette enveloppe, on pourrait la simplifier, enlever les cloisons à l'intérieur, l'élargir, jouer sur le taux d'effort, sur quoi? Je dirais surtout que ce qui serait quand même bien, c'est que je pense qu'encore une fois, je l'ai rappelé, on a des banques en France qui sont quand même saines, qui sont bien dirigées et on le voit, on parle beaucoup de taux d'effort. Je veux dire, aujourd'hui, on a des ménages qui sont un peu plus aisés que d'autres. Je veux dire que le taux d'effort soit à respecter pour une certaine catégorie de ménages lorsqu'on évoque le surendettement. Forcément, on pourrait très bien envisager en tout cas, d'avoir une marge de manœuvre qui soit un peu plus importante et de plus travailler sur le reste à vivre, qui paraît plus logique que finalement un taux d'effort. C'est-à-dire quelqu'un qui gagne 10 000 euros et quelqu'un qui gagne 3 000 euros, ce n'est pas la même chose. Il y a des charges fixes, il y a des frais fixes qui font que on n'a pas la même lisibilité en fonction des revenus. Et donc, je pense que techniquement, ça reste mon avis, mais en ayant peut-être une ouverture un peu plus forte à partir d'un certain niveau de revenus, me paraîtrait en tout cas une mesure qui n'emmènerait pas l'ensemble des candidats à l'accession au surendettement. Surtout quand on voit qu'aujourd'hui, le niveau de surendettement est quand même plus que maîtrisé et que la plupart des problèmes de surendettement ne viennent pas des prêts immobiliers, mais plutôt des prêts à la consommation et des gens qui sont locataires. Absolument. Alors, demain, c'est après-demain. Je vais acheter un carnet de métro. Pardon, il y a un petit problème là. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un bruit intempestif. Merci Eric. Je vais vers Madame la sénatrice Amel Gacquer. Vous nous entendez bien? Parfaitement. C'est bon, parfait. Pardon, on a entendu que quelqu'un voulait acheter un carnet de tickets. Bon, voilà. On fait la même chose. On est dans la vraie vie. Alors, on parle de choses qui coûtent infiniment plus cher qu'un ticket de métro. Je rappelle que c'est l'équivalent de 6 années de revenus nets d'un ménage qui constitue le prix d'un logement. Bon. Alors, on vous a choisi comme invité aussi, je le dis parce que vous représentez un territoire qui a inventé l'accession populaire à la propriété. Au début du XXe siècle, dans votre région, dans les Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais, notamment les sociétés anonymes de crédit immobilier, le patronat paternaliste a favorisé de quantité de manières l'accession à la propriété des salariés qui étaient dans votre région. Alors, cette région est éprouvée comme les autres par la baisse des volumes. On n'a pas ici le temps d'affiner nos diagnostics, mais
ça affecte toutes les régions, la vôtre aussi. Donc, les intentions des ménages, on rappellera qu'elles s'appuient sur des événements de la vie, hein, c'est une naissance, un décès, c'est un couple qui se constitue ou qui se défait, et c'est la mobilité professionnelle. Voilà. Aujourd'hui, quel est votre regard sur ce qui se passe, sur les conséquences qu'il peut y avoir? Le ministre Olivier Klein parle de bombe sociale, en reprenant une expression d'ailleurs de la présidente des HLM, bombe sociale aujourd'hui amorcée, hein, il le dit volontiers. Ce sont des mots extrêmement forts, jamais un ministre en exercice du logement ne les a prononcés. On attendait la remise des conclusions du Conseil national de la refondation pour le logement. Ça a été différé, on le sait maintenant d'ailleurs au 5 juin. Qu'est-ce qui se prépare? On entend un président de la République qui ne semble pas vouloir intervenir, on le rappelait tout à l'heure. Voilà, donc votre regard, parce qu'il y a l'exécutif et puis il y a le Parlement, hein, qui peut aussi heureusement peser sur la décision publique. Voilà, donc très, très librement, votre avis d'élu d'un territoire, d'élu d'un exécutif aussi régional, je le rappelais. Oui, très bien. Merci encore une fois pour cette invitation sur un sujet qui, pour une fois, enfin ce n'est quand même pas le seul, mais fait vraiment l'unanimité, j'ai envie de dire aujourd'hui, au sein des élus. Un sujet, vous l'avez, et là je vais moi pas prendre l'angle des chiffres, hein, c'est pas pour cela que vous m'avez invité, mais plutôt l'angle, encore une fois, politique dans le sens élu du terme. Je pense qu'on est tous d'accord pour savoir qu'aujourd'hui, le logement est une clé en termes de cohésion sociale. À tous les niveaux, la première préoccupation des Français, ça on en est convaincu, on fait partie du secteur, et puis un des postes les plus importants dans le ménage des Français. Donc voilà en quoi le terme bombe sociale, qui d'ailleurs n'appartient pas en effet et qui a été d'ailleurs employé à plusieurs reprises au ministre, est tout à fait juste, parce qu'une bombe sociale à tous les niveaux, aussi bien, et ça a été très, très bien dit, hein, économique, parce que vous l'avez dit, hein, les conséquences que cela peut avoir aussi en termes d'emploi et les conséquences économiques, sociales et sociétales, parce que, pareillement, vous avez évoqué la notion de mobilité, de pouvoir se loger près de son travail. Un élément, je vais revenir peut-être à un élément, parce que, notamment lié à mon territoire, oui, je fais partie, ou je vis en tout cas dans un territoire, la région des Hauts-de-France, avec une certaine particularité, qu'on peut aussi retrouver dans d'autres régions, mais qui chez nous est quand même très prégnante, c'est le lien entre se loger et travailler, qui est extrêmement fort. Pourquoi? Parce qu'il a constitué vraiment la façon dont le logement a été construit chez nous. Avec, comme vous l'avez dit, notamment au début du XXe siècle, mais au début du XIXe siècle, pardon, avec l'exploitation des mines, avec l'explosion industrielle, et qui a carrément façonné un type d'habitat individuel, mais groupé, où finalement, clairement, la notion même de mobilité n'existait quasi pas. Pourquoi? Parce qu'on créait en fait des logements, encore une fois, groupés, mais individuels. Donc c'est vraiment cette approche, en tout cas, de logement de coron, qui est encore aujourd'hui prégnante et qui, en effet, dans le temps, s'est transformée en un logement qui a été réhabilité, qui a été acquis, comme vous l'avez dit, au travers de sociétés qui ont fait finalement de vrais logements sociaux, qui ensuite ont permis, en effet, cette accession à la propriété. Donc, c'est quelque chose chez nous qui est extrêmement fort, un élément auquel on tient très fort, hein, cette capacité, cette possibilité de pouvoir accéder en fait à son logement. Voilà pourquoi chez nous, ça l'est aussi ailleurs, hein. Je suis originaire de l'Est de la France, avec aussi un vrai passé industriel, on le retrouve, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait partie aussi de ce qui façonne l'identité, ce qui fait que d'ailleurs, j'ai envie de dire moi-même personnellement en tant qu'élu, ça fait partie des sujets sur lesquels j'ai eu très envie de travailler, parce que particulièrement sensible à cela. Donc, ce que je pense de ce qui se passe actuellement, je l'ai dit et je vais poursuivre un petit peu, je dirais, mon raisonnement par rapport à ça, c'est que, vous savez, cela fait maintenant quelques années, hein, la situation du logement n'est pas nouvelle. Sauf qu'on a une accélération aujourd'hui d'éléments, bien sûr, la crise en Ukraine, on a eu, avec les conséquences que ça a sur le prix des matériaux, on a, vous l'avez évoqué, hein, les taux de crédit, tout cela fait il n'y a pas que cela, on parle de logement ancien, mais il y a aussi le logement social qui véritablement est en panne et qui aujourd'hui se questionne véritablement sur son devenir. Et puis on a un arsenal, et là je mets vraiment ma casquette cette fois-ci de parlementaire législatif,
qui questionne véritablement sur le devenir du logement. Et au travers de cela, je parle du zéro artificialisation nette aujourd'hui, qui va mettre en plus une pression supplémentaire sur le foncier, notamment la capacité d'en trouver, mais aussi le coût du foncier et donc les nouveaux aussi modèles de construction du logement et pas que du logement social. Et puis, bien sûr, la loi climat et résilience qui nous dit d'ores et déjà que, au fur et à mesure des années et très très prochainement, on va avoir de moins en moins de possibilités d'avoir du logement disponible. Donc une vraie crise qu'on voit venir et qui n'est pas nouvelle, je le redis, mais qui est en train de s'accentuer. Et je crois que cette histoire de bombe ou de crise, elle est liée à tous ces facteurs-là qui sont en compte et surtout au manque de réponses, au manque de réponses claires données aujourd'hui par le gouvernement. Donc voilà, vous allez apprendre à me connaître, je suis très claire et on a eu l'occasion d'en échanger un petit peu, je vais le dire sans langue de bois. Ce qui aujourd'hui est terrible, c'est que aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, encore récemment, une de mes collègues sénatrice a posé très clairement la question, j'ai eu l'occasion il y a quelques semaines d'évoquer le sujet, à la question de savoir quelles sont les intentions du gouvernement face à cette crise multipolaire. Nous n'avons aucun élément de réponse, aucun cap, aucun élément rassurant, et j'ai même envie de dire que les paroles du président récentes, vous l'avez dit, sur déjà les conclusions du Conseil national de la refondation, en tout cas le volet logement, le report, c'est quelque chose de grave et c'est symboliquement, alors qu'aujourd'hui on n'arrête pas de mettre sur la table ce sujet-là, est quelque chose d'assez grave parce que ça veut dire que oui, peut-être que nous sommes entendus, mais pas du tout écoutés. Pas du tout écouté. En tout cas, voilà ce que j'ai envie de dire. Un constat complètement partagé avec vous. Là, je ne rentre pas dans les éléments techniques. Ce que j'ai envie de dire, c'est que bien sûr, c'est relayé et partagé et transpartisan. Donc ça, c'est important également. Ouais. C'est vécu au sein de nos territoires. Et puis là, je retourne dans ma casquette d'élu local territorial. C'est partagé au sein des élus locaux qui sont confrontés à cette vraie... j'ai envie de dire, les habitants aujourd'hui l'expriment très clairement et les élus ont peu de réponses par rapport à ça. Et quand on entend, excusez-moi de le dire, qu'aujourd'hui, les maires peuvent être aussi parfois responsables par rapport à cette situation parce qu'ils n'ont pas envie de construire, oui, il existe, quand je dis oui, c'est qu'on s'est appuyé sur des cas exceptionnels de maires qui, à certains moments, avec la loi SRU, n'ont pas forcément souhaité, mais très sincèrement, ce n'est certainement pas, ce sont des exceptions. Et ce n'est pas le cas. Les maires, aujourd'hui, veulent construire. Les élus veulent construire parce que c'est la préoccupation première de leurs habitants. Effectivement, je n'ai pas cité cette deuxième analyse du président Macron parce que je parlais essentiellement du logement ancien, mais les deux sont liés, il faut renouveler l'offre, vous avez raison. Et le président Macron a aussi montré du doigt les élus, notamment des grandes villes, qui refusent de construire. Vous venez de le détailler. Je rajoute qu'une proposition de loi du Sénat propose d'assouplir la loi que vous avez évoquée et qui bloque la construction avec le zéro artificialisation nette. Clairement, les sénateurs sont aux avant-postes là-dessus. Une question de méthode pour influencer le président. Alors, vous avez pu voir que 5 grandes fédérations immobilières s'étaient associées pour co-signer, c'est assez rare, on peut le dire, ça témoigne de la gravité parce que voilà, il y a des questions d'identité. Là, toutes affaires cessantes, les 5 fédérations ont voulu faire un manifeste commun pour dire au président de la République la gravité de la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire bouger l'exécutif qui, en effet, votre sentiment, il est tellement partagé aujourd'hui. Est-ce que la crainte de la destruction d'emplois, vous l'avez évoqué, le président de la Fédération du bâtiment a dit, au train on vend les choses, 100 000 emplois dans les 2-3 ans disparaîtront et dans la filière aval, les commercialisateurs, on parle de revente aujourd'hui, on va être très clair, un marché qui se replie de 30 ou 40%, c'est des risques de casse sociale avec des négociateurs qui n'auront plus de quoi faire leur métier. Est-ce que la baisse des ressources fiscales, alors vous avez été élu municipal aussi, vous avez été adjointe au maire de Béthune, je précise ça, cumul des mandats, interdiction de cumul oblige, vous avez laissé ces mandats-là, en tout cas vous connaissez la gestion des communes aussi, vous êtes dans une région, il y a les départements, baisse de TVA, baisse de droits de mutation à titre onéreux, tout ça est à la clé de rétrécissement du marché. Est-ce que ça, avec le risque sur l'emploi, ça peut convaincre le président de la République de bouger sur le sujet ?
Mais écoutez, c'est une bonne question. Vous parliez de méthode. Je salue encore une fois ce qui a été fait par les 5 fédérations immobilières, parce que je suis convaincue qu'aujourd'hui, la seule chose qui pourra, en tout cas, faire en sorte que nous soyons davantage écoutés et non pas entendus, c'est de ne parler que d'une seule voix. Je pense que déjà en termes de méthode, moi j'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, je l'ai appelé de nos voeux. Sachez qu'au niveau des parlementaires, les initiatives vont se développer. Quand je dis les initiatives, c'est que nous sommes aujourd'hui en train d'évoquer des propositions de loi, j'allais dire des PPL, mais ce sont donc des propositions de loi qui vont vraiment se multiplier pour pouvoir donner suite ou en tout cas faire des propositions pour faire bouger ou en tout cas pour avancer et proposer des solutions en tout cas en matière de logement. Donc en termes de méthode, je pense que le fait déjà d'aller tous dans le même sens, de ne parler que d'une seule voix, c'est déjà, je pense, une grande avancée que je salue véritablement. Et puis, vous parliez de ressources. Alors moi, j'ose espérer et je ne doute pas de la compréhension, pas de la compréhension, mais de la prise en compte, la prise de conscience de notre président et de son gouvernement, des conséquences en effet en matière de recettes fiscales. Je ne parle pas des élus, je parle déjà ne serait-ce que… et donc des conséquences que cela peut avoir. Donc, moi, je ne sais pas, si j'ai bien compris votre question, je ne suis pas sûre que de mettre sur la table tous ces éléments-là vont lui faire changer de braquet véritablement aujourd'hui, puisque, encore une fois, on sait aujourd'hui que sur pas mal de politiques, Bercy est aux commandes, hein, je le dis très clairement, et donc ces éléments-là ne sont pas sous-estimés, loin de là. Donc, je crois vraiment que cette pression collective, ou en tout cas cette voix, je n'aime pas le terme pression, en tout cas cette voix collective, et ses conséquences au niveau social, encore une fois, et sociétal, peuvent être des éléments qui vont faire en sorte, encore une fois, que nous soyons davantage écoutés. Vous saluez, on le notera, hein, que les fédérations s'associent, hein, et que chacun n'y aille pas de son côté pour démontrer ceci ou cela. C'est vrai que c'est un point important. Il faut saluer la même chose, vous l'avez dit, hein, à demi-mot, à l'Assemblée nationale ou spécialement au Sénat, c'est des initiatives transpartisanes. C'est pas si fréquent ça non plus. Hein, rares sont les sujets où il y a un vrai consensus qui s'exprime par des textes co-signés. Exactement. Et sur tous les sujets qui portent sur le logement, aussi bien le mal-logement que la construction de nouveaux logements, que le logement social, que la promotion du logement ancien, que la rénovation énergétique. En ce moment d'ailleurs, je suis vice-présidente d'une commission d'enquête qui travaille sur l'évaluation de l'efficacité publique, de l'efficacité de nos politiques publiques en matière de rénovation énergétique. Donc en fait, nous sommes vraiment tous sur des sujets complémentaires autour du logement, mobilisés véritablement. Et oui, c'est bien de le souligner, et je le redis, peut-être chacun avec son angle, ou en tout cas son approche, mais sur cette nécessité de répondre à ce vrai besoin sociétal, et particulièrement dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, où le pouvoir d'achat cristallise vraiment l'attention et, je pense, est le cœur du malaise social que nous sommes en train de vivre. Lorsque vous retournez en circonscription, il y a des expressions des ménages sur ces sujets-là, l'expression de souffrance, de ne pas pouvoir acheter son logement. On vient vous saisir de ces problèmes-là, parce que on rappellera qu'un élu est un élu d'un territoire, et puis il siège à l'Assemblée ou au Sénat. Vous entendez des choses sur ces sujets-là? Il y a une sensibilité, Alors, souffrance. Je vais vous donner un exemple très concret, puisque en effet, vous savez, auparavant, nous, élus locaux, territoriaux, on a des moments de rencontre privilégiés avec les habitants, nos fameuses permanences pendant lesquelles nous recevons nos habitants. Il y a 5-6 ans, la première des demandes, c'était celle qui portait sur l'emploi. Aujourd'hui, la première demande des habitants, c'est celle qui porte sur les logements, sur le logement. Donc ça, pour moi, c'est un indicateur très fort et très concret qui répond à votre question. Et puis la deuxième chose, c'est la demande qui est quand même différente aujourd'hui. C'est-à-dire qu'auparavant, lorsqu'on nous demandait un logement, on nous demandait un logement avec un certain confort.
quand je dis un certain confort, excusez-moi de le dire, mais plutôt adapté à un vrai besoin. Ça veut dire quoi? L'évolution de la famille, on est plus nombreux, on est moins nombreux. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est-à-dire que même l'exigence, elle est moins forte. Ça montre à quel point le besoin, enfin, on touche à l'os, quoi. Le besoin, il n'est plus le même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cherche un logement et parfois, on accepte un logement même s'il ne répond pas à ses attentes. Donc, ça veut bien dire que la situation est vraiment très complexe et le besoin est vraiment très grand. En effet, l'illustration est précieuse, d'autant que vous l'exprimez au moment où on veut faire l'inverse, c'est-à-dire on veut des logements plutôt plus vertueux au plan écologique, des normes de construction du neuf qui vont vers plus de luminosité, plus de verdure, plus d'espace. Et au même moment, les ménages sont très loin de pouvoir avoir ces exigences, c'est très clair. Alors, merci beaucoup. Je préfère qu'on puisse revenir vers vous en réaction à d'autres interventions. Et merci de votre grande franchise. Hervé Lefebvre, bon, même question que du point de vue du spécialiste du crédit qui est Eric. Quelles évolutions des volumes, tu peux dire un mot sur ton réseau pour le présenter, si tant est qu'il faille encore le faire, Mégagence. Bon, clairement, tu es à la tête d'un réseau de transactions. Quelles sont les évolutions de volume? Quelles sont les évolutions de prix? Alors, il y a des questions qui commencent à arriver. Je rassure ceux qui nous écoutent, je n'aurais pas fait l'impasse sur les prix. Et pour le coup, le président de la République, quand il dit qu'il faut aussi que le marché fasse son office, c'est un point sur lequel il a sans doute raison. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les prix? Qu'est-ce que tu constates? Et aussi, alors je vais en revenir à ce que remarquait la sénatrice, cette solidarité pour dire les mêmes choses avec des points de vue complémentaires. Moi, je ne suis pas sûr qu'on l'ait toujours. C'est-à-dire, j'entends encore des enseignes qui affichent des performances presque intactes. Voilà. Je ne les citerai pas, ce n'est pas le sujet, je n'ai qu'estime pour tous ceux qui s'expriment dans l'immobilier, mais j'entends des dissonances. Voilà. Alors, je ne vais pas te demander de parler au nom de tous, mais au nom de ta propre enseigne. Voilà. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait de telles différences d'appréciation entre ceux qui disent « moi, je suis à moins 30 ou à moins 40 », et le crédit nous le dit, et puis ceux qui disent « ben, nous, on ne sent pas grand-chose aujourd'hui ». Voilà. Je te pose une question difficile, mais je me devais de la poser. Merci Henri. Alors déjà, juste avant, si tu veux bien, avant de répondre précisément à cette question-là, moi je voudrais juste faire une transition avec ce qu'on vient d'entendre. Madame la sénatrice, ce qu'a dit Eric avant, on entend le ministre qui nous dit qu'on est devant une bombe sociale. Je pense, et je vais volontairement prendre un mot très fort, parce que c'est vraiment le ressenti que j'ai. Moi, tu sais que ça fait 30 ans que je fais de l'immobilier, tu sais que le réseau Mégagence existe depuis 10 ans, on a 1500 personnes qui travaillent chez nous, mais surtout, on est face à tous nos clients, etc., et pas que de la transaction, puisqu'on est aussi ouvert, comme tu le disais, à tous nos confrères, et on y est sensible. Et on y est responsable, de fait, dans notre métier. On fait un métier où on doit aimer l'humain, et cet humain-là, pour nous, il est important. Aujourd'hui, pour moi, on n'est pas au devant d'une bombe sociale, on est à la veille d'un crime social. Moi, c'est bien plus fort que ça. Parce que, comme le disait Madame la sénatrice, on va avoir des gens qu'on va mettre pour un temps important dans une situation de précarité et de précarité pour leur génération. Donc, on ne parle pas d'un confort de quelques privilégiés de l'immobilier, comme je peux l'entendre parfois, qui voudraient faire leur business, etc. 70% pratiquement des achats se font sur des primo-accédants. Donc, des gens qui achètent pour la première fois dans leur vie. Donc, c'est des gens qui achètent un peu plus de 200 000 €, ce n'est pas des milliardaires, ils ne volent pas en dette privée, etc. Donc, pour centrer le débat, on est sur une situation qui n'est plus une situation d'urgence, mais une situation de réanimation. Voilà. C'est ce qui va se passer si on ne fait rien. Et si on regarde objectivement les choses, ce n'est pas aujourd'hui le problème. Madame la sénatrice le disait aussi, ça fait 10 ans que les gens, qu'on a un mépris pour ce métier et qu'on a volontairement laissé ce métier-là partir, notamment avec une promotion qui ne se fait pas. C'est pas ma paroisse, la promotion. J'en parle sans intérêt particulier, mais c'est ce qui va nourrir tout simplement le marché ensuite. Donc, clairement, je pense qu'on est à la veille d'une situation extrêmement grave si des décisions extrêmement rapides et fortes ne sont pas prises. Pour revenir à ta question, parce que je vais quand même répondre à ta question, c'est important. Alors, pour ce qui est de notre cas à nous,
je suis conscient que notre mesure du marché à aujourd'hui n'est certainement pas la bonne. Voilà, elle n'est certainement pas la bonne. Pourquoi? Parce que nous, on observe, grosso modo, là, on est au mois de mai, on peut déjà tirer un bilan du premier semestre. Hein. Sur le premier semestre, nous, on sera à peu près à -10 en volume, ce qui n'est pas représentatif, c'est certain. C'est certain parce que, encore une fois, on discute avec nos confrères, on a les remontées du terrain, on a 1500 mandataires sur le terrain, donc ça fait quand même autant de remontées diverses et variées sur différentes régions. Et ce qu'on observe, en revanche, c'est qu'effectivement, pour d'autres collègues qui sont dans des structures différentes, le mandataire, lui, est dans une structure très relationnelle, avec un environnement qui est presque plus stable parce qu'il travaille avec ses connaissances, alors que celui qui doit aller chercher sans cesse ses clients, il a plus de difficultés, ce qui est évident. On sait qu'eux, oui, arrivent à des -25, -30, et le second semestre est à attendre. C'est-à-dire qu'on est certain que le second semestre, ou si on finalise à -10, on peut penser que pourquoi pas le second semestre sera à -15. Moi, sincèrement, je n'ai pas de honte à dire qu'on fera moins. Je préférerais évidemment arriver à des meilleurs résultats. Mais c'est sûr que l'année ne sera pas positive par rapport aux années précédentes. Et ça, c'est réellement quelque chose d'embêtant. Alors, pourquoi certains peuvent afficher d'autres résultats? Ils sont dans un format différent. Oui, Pourquoi voilà. pas? Nous, je te le dis, je suis conscient qu'on a, nous, des résultats différents de ceux du marché. Après, on sait depuis des années qu'il ne faut pas reconnaître que son chiffre d'affaires va baisser. Voilà, donc libre à chacun de le faire. Moi, je respecte le point de vue de chacun. Nous, en toute transparence, on sera en négatif sur le premier semestre et pas parce que nos collaborateurs ont mal travaillé. Au contraire, même, ils ont très bien travaillé, ils ont surperformé, mais malgré tout, le marché est tel qu'il est. Oui, alors plusieurs choses. Et là aussi, grand merci de ta franchise. On savait en t'invitant que on aurait probablement ces propos-là. Alors, tu dis deux, trois choses que je reformule. Effectivement, d'abord, comme on dit, et c'était le premier métier d'ailleurs de notre sénatrice, hein, voilà, elle conseillait les entreprises aussi pour le développement commercial. On peut faire mieux que le marché, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que si le marché est à -30 et qu'on est à -10, c'est qu'on a été meilleur. On est arrivé à trouver les outils, les voies et moyens, et déjà -10, alors qu'on fait tout pour avancer, et que vous étiez sur des progressions. Donne-nous les progressions des dernières années, elles étaient, j'imagine, significatives. On était dans des progressions à 2 chiffres et largement, on était dans les 20-30%, voilà. Évidemment, on surperformait effectivement le marché déjà. Voilà, donc c'est important de dire que des enseignes très dynamiques comme la tienne qui surperformaient, sous-performent. Voilà, c'est-à-dire que on a vraiment un écart type qui est extrêmement fort, ça il faut le noter. Tu dis aussi une chose, je trouve que tu as l'honnêteté de dire ça, c'est vrai qu'entre enseignes commerciales, on peut le comprendre, il n'est pas facile de dire allez, j'ai fait tant de baisses à côté de quelqu'un qui ne va pas forcément le reconnaître, et ça va créer des biais voilà, d'appréciation des enseignes. Je pense que c'est très utile que tu le rappelles. Il y a en effet des dissonances, il faut être clair sur le sujet. Je note ton appréciation extrêmement grave de la situation. Est-ce que, je parlais de casse sociale, alors dans l'univers du bâtiment, le président Saleron a été très clair. Hein, lors de sa dernière conférence de presse, il n'y a rien à rajouter. Le chiffre de 100 000 est très, très violent. Hein, on parle des salariés des entreprises du bâtiment. L'aval, c'est-à-dire les négociateurs, hein, qui sont chez toi des négociateurs indépendants, des agents commerciaux, qui peuvent être des agents commerciaux ou des salariés dans les agences immobilières. Oui. Est-ce que tu dis il va y avoir évidemment des dégâts sociaux? Alors, dégâts sociaux, ça peut vouloir dire des personnes chez toi qui vont arrêter de faire ce métier, peut-être, parce qu'ils ne trouveront plus matière à vivre, des situations personnelles d'un négociateur ou d'une agence immobilière qui vont en pâtir. Ton regard sur les conséquences sur la filière, parce que c'est un sujet, même si ce n'est pas l'essentiel, c'est les ménages français l'essentiel. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Alors, comme tu le disais, je n'ai pas beaucoup de langue de bois, donc j'ai tendance à être plutôt sincère et spontané. Alors, il est certain que sur nos 1500 mandataires, peut-être qu'on aura certains qui
à la marge auront des difficultés, feront peut-être un peu moins de chiffre d'affaires. De là à ce que ça procure un arrêt pas comptable. Après, c'est peut-être même psychologique de dire j'ai pas envie de me battre et puis j'ai envie de voilà. Donc, C'est ça. ça peut arriver. Il ne faut pas prendre ça pour de la prétention. C'est pas ça qui me préoccupe le plus parce que je pense que ce sera en termes de volume relativement marginal pour l'entreprise et que notre entreprise, en fait, elle n'a pas d'enjeu à travers cette situation-là. En revanche, l'enjeu, il est bien ailleurs. C'est que, on le disait tout à l'heure, les professionnels parlent d'une seule voix parce qu'on a besoin de concurrence, parce qu'on a besoin d'avoir des gens qui sont acteurs sur le marché, parce qu'on a une certaine solidarité. On est en concurrence les uns avec les autres, mais on a un certain respect des professionnels entre eux. Bien sûr. Il est évident qu'une agence immobilière qui a des coûts de structure importants, qui a une marge opérationnelle à la fin de l'année qui est relativement faible à comparer de son chiffre d'affaires, parce qu'il faut qu'elle paye ses collaborateurs, ses locaux, etc., lorsqu'elle va avoir les moins 30 dont tu parlais, parce que ces structures-là vont avoir effectivement des moins 30 ou pire, c'est une catastrophe économique qui arrive. Mais de nouveau, moi, je vais plus vers l'humain, vers le social, c'est-à-dire que les collaborateurs fermés, l'entrepreneur qui a fait son investissement, il va perdre ses 100, 150 000 euros qu'il avait investis, et l'État va perdre tout ce qu'il avait aussi. On a investi des milliards d'euros pour éviter que les entreprises ferment. Il y a quelques années, lors de la crise sanitaire, alors bien fait, mal fait, moi je n'ai pas à juger ce genre de choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en termes de casse sociale, que ce soit dans le bâtiment, on évoquait 100 000 personnes, il y a 250 000 personnes qui travaillent dans l'immobilier. 250 000 personnes, si on n'enlève que 20 ou 30%, enfin, quand je dis que, on est d'accord que c'est juste une façon de parler, c'est une autre catastrophe qui nécessiterait tout simplement de prendre des mesures, pas forcément de dépenser de l'argent, pas 600 milliards, juste de prendre des mesures qui sortiraient du dogme et qui sortiraient de l'immobilier bashing qui existe depuis 10 ans. Parce qu'il y a cet immobilier bashing qui existe, laissant penser que le propriétaire immobilier est un anti parce que l'ouvrier de Béthune a acheté un appartement ou une petite maison à 150 000 euros. Non. Alors je ne le vois pas comme un capitaliste dans ces cas-là. Il faut mettre des mots sur cette réalité. Le président Macron persistait et signait, puisqu'encore une fois, dans les colonnes de Challenge, il parle d'un paradis fiscal pour l'investisseur particulier dans le logement. Donc, ça rejoint tes propos. Alors, écoute, merci beaucoup. Je vais vers Vanessa. Je remercie de sa patience. Le meilleur Vanessa, pour la fin. Le meilleur pour la fin. Écoute, j'en accepte l'augure. Bon, tu vas nous dire un mot sur cette start-up, cette entreprise Homeloop dont tu es la dirigeante aujourd'hui. D'une manière générale, tu connais le métier de la transaction parfaitement. Tu l'as exercé aussi de manière plus traditionnelle. Tu as un groupe actionnaire qui porte ton nom, qui exerce la transaction en agence immobilière, comme ça vient d'être décrit par Hervé. Voilà, alors, ton constat sur ce qui se passe de ton balcon, intéressant d'avoir ces points de vue qui peuvent se croiser, se compléter. Et puis, on va comprendre à la présentation d'Homeloop pourquoi aussi on t'a convié, parce que c'est un modèle économique et professionnel très particulier. Là, on parle de baisse de volume, on parle de baisse de prix, et je vais beaucoup te pousser sur la question des évolutions de prix. Voilà, donc un petit mot de présentation d'Homeloop. Les chiffres, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui dans ton groupe société mère ou chez Homeloop? Bon, il y a beaucoup de questions dans la question, Henri. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Effectivement, donc chez Bénédicte, nous on fait de la transaction depuis plus de 50 ans. On accompagne entre 600 et 700 clients selon les années en transaction pure. Mais dans la région d'origine de la sénatrice, on peut le dire. Oui, mais la Lorraine. Là, voilà. Et donc, avant de rentrer dans les chiffres et les détails, alors je voudrais quand même modérer. Alors, je suis d'accord avec vous tous sur les problèmes sociaux, sur la perte du pouvoir d'achat des Français. C'est indiscutable. Mais je voudrais un tout petit peu relativiser et modérer parce qu'il en faut toujours une dans une équipe qui modère. N'oublions tout de même pas que sur les 10 dernières années, le marché a pris entre 20 et 30%.
N'oublions pas tout de même que nous sommes passés de 700 à 800 000 transactions à plus d'1,2 million de transactions. Donc, il y a une forte progression. Donc, ça fait quand même des années où effectivement, on est en période d'hypercroissance, où effectivement, on fait des plus 15, des plus 20, des plus 25 d'année après année, et on se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et voilà, ça s'est arrêté. Et donc, moi, ce que je vois aujourd'hui, et ce que je constate, c'est que peut-être que finalement, il y a deux solutions. Soit les vendeurs comprennent que les prix sont en train de baisser et peut-être que le marché va doucement reprendre et on va faire moins de transactions, mais on va continuer à en faire. Soit effectivement, on va devant de gros problèmes où le vendeur ne veut pas baisser ses prix et auquel cas le marché est complètement crispé, il n'y a plus rien qui se passe. Voilà. Donc après, dans le marché traditionnel, on constate effectivement qu'on a beaucoup moins d'acquéreurs qu'avant. Je crois qu'on a perdu un tiers de nos acquéreurs en chemin depuis le début de l'année. Mais finalement, j'ai envie de dire, et je rejoins Eric, ça fait quand même une toute petite année qu'on se rend compte que le marché est en train de se passer quelque chose et on anticipe une baisse. On voit très bien aujourd'hui que alors après, je dirais qu'il y a plusieurs marchés dans le marché. Je constate que sur les villes comme Nantes, comme Lille, comme l'Est, comme le sud-est de la France, on a encore de l'activité qui est pas trop mal. Et on a certaines régions comme Paris où il se passe plus grand-chose. Et pour parler en quelques mots d'Homeloop, effectivement, Homeloop est une start-up spécialisée dans l'achat-revente de biens immobiliers de manière instantanée, pionnière sur son marché puisqu'aujourd'hui on est les seuls à faire cela. Et fondée en 2016. Donc, on achète les biens directement aux vendeurs sans aucune condition suspensive d'obtention de crédit, donc paiement comptant et sans délai de rétractation. Voilà. Pour les vendeurs. Bon, on voit bien le lien très fort que ta société a avec la valeur des biens, hein, puisque en clair, tu prends un risque sur ta société, sur fonds propres de la société, sur capacité d'endettement, peu importe, mais sans condition suspensive, tu as insisté, vous rachetez aux vendeurs. Alors, aujourd'hui, comment fait-on dans un marché qui commence à être baissier? Beaucoup disent qu'il doit être encore plus baissier pour redonner l'oxygène que les taux d'intérêt ont enlevé aux ménages, le fameux pouvoir d'achat logement qui est érodé de l'ordre de 20-25%. Qu'est-ce qui se passe autour des prix? Vous achetez aujourd'hui, ce ne sont pas des secrets de fabrication, je crois que le modèle économique est clair, hein, avec une décote qui est de combien par rapport à des valeurs que vous estimez comment? Quels sont vos outils d'estimation du marché? Voilà, ton regard sur les prix. Alors, pour les estimations, la méthode est simple. On combine l'expertise métier, l'expertise terrain de nos experts, de nos agents immobiliers à maison, qui est combiné avec un outil de valorisation qui est un pricer, qui est alimenté régulièrement avec des bases de données, que ça soit public ou privé, et qui nous permet, en combinant les deux, d'établir un prix. Et en fonction de ce prix que nous, on va supposer être le prix du marché, que effectivement on anticipe à la baisse depuis plusieurs mois maintenant, en fonction de ce prix de marché, en toute transparence, on va faire une proposition d'acquisition aux vendeurs, moyennant un coût de prestation de service qui peut varier de 8 à 12%, de 8 à 15% et peut-être parfois même un peu plus. D'accord. Donc, sur la base d'une valeur de marché, observée avec tous les outils que tu as évoqués, hein, en fait, les choses très, très sérieusement là-dessus. Donc, il y a des experts, en fait, hein, il y a un bataillon d'experts, c'est ça? Oui, il y a un bataillon d'experts qui sont des agents immobiliers, mais qui sont localement, qui maîtrisent leur marché, qui maîtrisent leur rue comme n'importe quel agent immobilier. Et on a une équipe d'analystes à Paris qui, eux, étudient de la data toute la journée, qui fait de l'évolution de stock, qui observe l'évolution des prix à la baisse en ce moment, qui observe les délais d'écoulement. Et donc, on combine les deux afin de faire un prix. Très bien. Alors, ces frais
alors qu'on peut appeler une décote ou des frais que tu désignais autrement. Donc, tu nous as donné voilà, de service, tu nous as donné une fourchette 8 à 15, très bien. Vous n'avez pas changé cette fourchette-là, qui est une fourchette de précaution et de fonctionnement de l'entreprise, vous ne l'avez pas accentuée dans cette période? Alors, on peut l'accentuer sur certains produits, mais ce n'est vraiment pas le business model. En fait, ce qu'on a un tout petit peu déplacé, c'est les biens qu'on achète. Ce qu'on constate aujourd'hui, ce qui se vend, ce sont les prix et les produits zéro défaut. Donc, j'achèterai plus un rez-de-chaussée, j'achèterai plus au-delà de 500 000 € un premier étage, j'achèterai plus des produits avec défaut, sauf des facteurs énergétiques qu'on achète parce qu'on rénove. Ouais, très intéressant. Donc, des précautions dans un marché, on va dire, plus risqué que par le passé. Vous prenez des précautions professionnelles. L'attitude des vendeurs, parce que c'est l'une des clés finalement. Tu disais, des prix qui baissent, ça peut faire repartir les volumes, c'est ça la logique. Ils résistent, ces vendeurs aujourd'hui? Ils sont encore sur des anticipations de hausse alors, ils résistent de moins en moins, j'ai l'impression. Alors, il faut quand même que je vous dise que j'ai 2000 vendeurs qui me contactent tous les mois. Donc, 2000 vendeurs, c'est quand même important. Là-dedans, on a des gens principalement qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas obtenir de crédit relais. C'est vraiment une des premières cibles. On a des gens qui ont besoin de faire aboutir un projet, heureux ou malheureux, une naissance, un déménagement, une mutation, enfin des gens qui sont complètement bloqués, qui n'arrivent pas à se reloger, qui n'arrivent pas à vendre leurs biens. Et puis, enfin, on a des clients qui, eux, alors c'est tout le contraire, ce sont des clients qui vraiment n'ont pas envie de s'embêter. C'est la easy life. Ils n'ont pas de problème financier, ils veulent simplement pas passer par une agence, ils veulent pas faire de visite, ils veulent se délester de leurs biens le plus rapidement possible et le plus facilement possible. Sachant qu'on rappellera, on entend quelquefois, mais les vendeurs, pour beaucoup, ils ont le temps. Un vendeur a besoin de vendre. On peut le rappeler, un vendeur a besoin de liquidité, c'est tout. Voilà. Alors, souvent pour un réemploi, d'ailleurs. Oui, souvent c'est pour un réemploi, souvent c'est pour parce qu'ils ont un projet de vie à un moment donné qui fait évoluer leurs besoins. Je vais revenir vers Madame la sénatrice, elle est encore là parce qu'elle avait une contrainte horaire, je ne l'ai pas signalée, mais je suis au courant, je crois que je vais quitter vers 19h maximum. Si vous êtes encore là, Madame? Je suis encore là. Allez, merci beaucoup. Sur la question des prix, votre sentiment, alors on sait, pour le coup, on ne peut pas donner tort au président de la République quand il dit ça, mais la communauté professionnelle le dit aussi, même si c'est peut-être un peu timidement, des prix qui ont été multipliés par 4, 5 selon les territoires en 20 ans. Bon, 15-20 ans. Et une évolution des revenus, je crois, qui sur la même période a été 35%. On voit bien qu'il y a un tiraillement terrible. Votre regard sur la charte des logements, est-ce qu'effectivement, vous dites qu'il faut une correction des prix et elle peut redonner de l'oxygène? On ne parle pas du neuf. Le neuf a une autre logique de formation des prix, beaucoup plus contrainte, mais voilà, votre avis. Alors, pas de professionnels de l'immobilier, mais là encore, d'élus qui a face à elles des ménages qui ont du mal à acheter. Alors là-dessus, je pense que sur ce point-là, on est quand même assez unanime. On a une vraie inflation. En fait, c'est vraiment ça, du coût du logement, qui, je pense, en tout cas, qui aujourd'hui est vraiment problématique pour ces simples Français qui veulent parfois se loger dans leur propre commune. Et je pense notamment, je pense à ça parce qu'on en a parlé pas plus tard qu'hier, notamment sur nos communes du littoral, vous savez, les communes côtières dans lesquelles on se rend compte que l'inflation a fait que les enfants des propres propriétaires de ces communes-là ne peuvent même pas loger dans leur propre commune. Ce qui est sociétalement un vrai déchirement parce que parfois on a envie de vivre là où son père, son grand-père, etc. sont nés. Et donc ça pose de vraies questions aussi véritablement là-dessus. Et donc ça, c'est, oui, je pense, un des effets positifs de ce genre de situation, c'est que quel que soit finalement le secteur, etc., ça peut amener à, excusez-moi d'employer le terme, mais je pense qu'il est vrai, assainir véritablement le marché également sur ce point-là. Donc autant là-dessus, je pense. Et pour finir, enfin, dans le respect de vos contraintes, il y a une prévention, c'est
en filigrane et même clair dans les propos d'Emmanuel Macron et d'autres responsables de l'exécutif, la crainte que toute aide viendrait relancer la hausse des prix dans le logement ancien. Vous avez entendu tout à l'heure ce qui est attendu par des acteurs du crédit, un léger assouplissement et la confiance faite aux banques qui ne surendettent pas dans notre pays en matière immobilière. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous paraît souhaitable sans que ça vienne faire repartir les prix à la hausse? Voilà, votre regard sur ce couple entre action publique et prix. Alors, si votre question, c'est de dire est-ce que l'autorégulation, vous parlez donc d'autorégulation et d'action publique, moi je pense véritablement dans des situations comme celle-ci, nous avons besoin, nous l'autorité publique doit agir véritablement. Voilà. À partir du moment où on touche des questions aussi sociétales, on a un rôle à jouer là-dedans. Après, sur les leviers à actionner, oui, vous l'avez dit, hein, enfin, en partie, et je pense que ça va être difficile pour moi de rentrer dans le détail en 3 minutes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais donc, il y a un vrai équilibre global à trouver. Maintenant, oui, nous avons besoin, l'autorégulation ne sera pas suffisante, en tout cas dans le contexte dans lequel on est, et il y a besoin en tout cas d'agir publiquement. J'ai envie de terminer, et finalement, vous me tendez un peu la perche, hein, par dire que, vous voyez, pour conclure, et ça rejoint une partie de ce que je viens de dire, je crois qu'il ne faut surtout pas se tromper aujourd'hui. Moi, ce que j'ai compris quand même dans le discours du président, et là, je ne suis pas franchement dans ma position partisane, politique, etc., c'est qu'il ne faut pas se tromper, quel que soit finalement le combat, de pointer du doigt les coupables. Voilà. Ce qui est important, voilà, j'ai parlé des élus, nous avons parlé des élus, on a parlé des maires, on a parlé des investisseurs qui aujourd'hui pourraient profiter, le président a parlé des surdépenses publiques qui ne seraient pas efficaces aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, les enjeux sont tellement importants, et ce ne sont pas seulement des enjeux de logement, en fait, tout ça est à la croisée de la transition que nous sommes en train de vivre. Alors moi, dans ma région particulièrement, vous avez tous entendu parler de ce fameux Taïwanais qui vient d'arriver aujourd'hui chez nous à Dunkerque, qui est une excellente nouvelle, cette belle vallée de la batterie qui est en train de se constituer au sein de la région de France. Première interrogation, ou 2 interrogations, c'est la main-d'œuvre et où on va la loger. Et donc, ça a été dit d'ailleurs par le maire de la ville de Dunkerque. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a ça, il y a l'enjeu aussi, on l'a dit, hein, de transition écologique. Donc là, je crois qu'on n'a surtout pas besoin, il ne faut surtout pas s'amuser à pointer du doigt ceux qui aujourd'hui profiteraient, entre guillemets. Et je réponds là encore plus directement à votre question, mais plutôt à chercher aujourd'hui une politique globale dans laquelle on pourrait remettre sur la table l'entièreté ou cette politique dans son entièreté. Voilà. Alors c'est très clair et vous ajoutez, je vous remercie de le faire, hein, une raison de relancer le marché, de faire en sorte que les ménages puissent se loger, c'est le besoin de réindustrialiser la France, hein, qui est une préoccupation centrale. Patrice Vergrit, maire de Dunkerque, en effet en a parlé, comme beaucoup d'autres maires. Le président du MEDEF, qui ne s'exprimait pas sur le logement, s'est exprimé parce qu'aujourd'hui, l'industrialisation, le développement des entreprises sur les territoires sont bloqués par la question du logement. Mais clairement, c'est à la croisée, c'est vraiment au centre et au cœur de toutes ces grandes politiques publiques qui font notre avenir. Et là, aujourd'hui, on le voit, il n'y a pas une journée, aujourd'hui, en tout cas au Sénat, on parle de souveraineté à tous les niveaux, alimentaire, économique, numérique, et donc forcément lié aussi au développement économique et forcément la question de la main-d'œuvre et donc du logement et donc du service, bref, tout est lié. Donc, c'est vraiment une question centrale en cela. Et moi, je suis ravie et je vais vous laisser là-dessus parce qu'en fait, je suis en retard déjà, mais il le savait sur une autre vision. En tout cas, un grand merci à vous et au plaisir de vous rencontrer prochainement à tous. Merci infiniment. Je peux vous dire que vos propos, votre franchise ont été appréciés. Il y a une quantité de témoignages. Grand merci. Au revoir, Madame la sénatrice. Une question pour Éric. Il a été évoqué par Vanessa la question des crédits relais. C'est au cœur du service qu'elle apporte. Hein. Elle peut très vite reprendre le bien de quelqu'un qui n'aura pas, s'il doit faire un réemploi, à attendre d'avoir vendu pour racheter. C'est le principe du crédit relais. Est-ce que les banques, Éric, continuent à distribuer du crédit relais? Est-ce qu'il y a des situations difficiles aujourd'hui d'emprunteurs qui ont pris ce fameux crédit relais et qui n'arrivent pas à vendre, sont en train d'acheter?
Ce produit particulier, qu'est-ce qu'il y a à en dire aujourd'hui? Alors, déjà, ce qu'on peut dire par rapport au prêt relais, il faut savoir que dès le départ, il y a quand même une marge de manœuvre qui est assez importante, puisqu'elle est de l'ordre de 60 à 70% de marge de manœuvre par rapport au prix de vente estimé. Donc, déjà, on part avec la banque se protège déjà de ce risque-là. Donc, on est quand même déjà assez protecteur en la matière. En clair, est-ce que tu peux traduire ce que tu viens de dire? Ça veut dire que… Ça veut dire qu'aujourd'hui, si… Illustration, donne-nous un exemple, si tu veux. Pardon? Donne-nous un exemple, enfin, illustre, si tu veux, ce propos. Pour Si on prend le cas aujourd'hui d'un bien qui vaut 200 000 € et où il n'y a plus de crédit dessus, la banque va retenir, elle, un prix de vente attendu de l'ordre de 140 000 € en général. D'accord. Tu veux dire qu'elle se met dans l'hypothèse, et c'est transparent évidemment pour l'emprunteur, d'un besoin de décoter fortement le prix pour arriver à céder le bien. De garder cette marge de manœuvre, tout à fait, oui. D'accord. Donc c'est sûr que déjà, on a déjà cette marge de manœuvre-là qui est déjà faite. Donc, elle continue, encore une fois, là-dessus, bien entendu, les projets sont suivis. Il est encore un peu tôt parce qu'un prêt relais est généralement sur 12 20 ou 24 mois, et des fois même encore prorogeable. Donc, lorsque la personne veut acheter ou construire son bien immobilier, elle a quand même une marge de manœuvre. Donc là-dessus, on n'a pas encore vraiment de vrais retours, en tout cas négatifs en la matière, parce qu'on arrive toujours à trouver des solutions. Et je dirais que les banques, par contre, sont prudents aujourd'hui sur la localisation. On parlait tout à l'heure notamment des endroits où il y avait plus de tension sur l'immobilier. Il est certain qu'elles sont prudentes aujourd'hui sur la qualité du bien. Elles nous posent beaucoup plus de questions. Et sur la localisation du bien, en effet, oui. Pour autant, le crédit relais peut encore être trouvé au guichet d'une banque. Il peut être trouvé, mais c'est vrai qu'elles sont prudentes aujourd'hui encore une fois, sur les éléments que j'ai donnés là. Et j'imagine que Vanessa pourra nous en dire encore un peu plus là-dessus, puisqu'elle est confrontée, je dirais, à ceux qui n'auraient peut-être pas justement cette solution-là, qui se tournent vers elle, parce qu'aujourd'hui, il y a ce durcissement qui est présent. Mais encore une fois, la localisation, la qualité du bien, et j'ai presque envie de se dire, la vraie question que les clients aussi doivent se poser, alors il y a ceux qui l'ont contracté il y a peut-être 6-8 mois, ça c'est eux qui risquent d'avoir peut-être ce problème-là d'attendu, parce que techniquement, c'est pas tant la marge de manœuvre avec la banque qui aujourd'hui va pouvoir inquiéter, parce que comme je l'ai dit, il y a une marge de manœuvre de 30-40%, mais c'est surtout, imaginez quelqu'un qui s'est projeté sur un nouveau projet où lui, il avait, je dirais, il était persuadé qu'il allait le vendre au prix qu'on lui avait indiqué lors de la mise en vente. Tout à fait. Oui, parce qu'on parlait de ce qui peut protéger la banque. Maintenant, en fait, c'est une équation, un crédit relais. Il faut qu'elle s'équilibre pour la personne qui va acheter et qui compte sur un niveau de revente assez important. C'est ça le principe. Et est-ce que les ménages, dernière question sur ce produit particulier, est-ce que les ménages aujourd'hui le demandent? Je disais, est-ce qu'on est prêt à le leur vendre dans les banques, mais est-ce qu'ils le demandent ou est-ce qu'ils se disent allez, on ne va pas racheter avant de vendre, on séquence les deux moments pour ne pas entrer dans ce piège? On a quand même une diminution du nombre de demandes de prêt relais concrètement. Alors déjà, c'est quelque chose qui faisait forcément, qui était toujours craintif déjà quand tout allait bien. Donc forcément, aujourd'hui, dans un marché qui est un peu plus chahuté, il y a la raison. Et de l'autre côté, et ça fait partie aussi de la baisse de l'activité, les personnes s'interrogent. Tu sais, quand tu as un taux aujourd'hui qui est sur ton bien qui est plutôt bon marché et qu'aujourd'hui on t'annonce que le nouveau taux est quand même un peu plus élevé, en tout cas significativement plus élevé, c'est sûr que ça fait réfléchir. Mais on est surtout aujourd'hui utilisé notamment vraiment dans la construction. Pour les personnes qui doivent aller vers une construction et qui ont un peu plus le temps, en tout cas par rapport au délai. Maintenant, on est aussi pédagogue, on n'envoie pas n'importe qui. C'est notre métier aussi de bien expliquer les choses, de donner la part de risque. Mais encore une fois, un bien, et on l'a dit toujours, Vanessa a évoqué le zéro défaut tout à l'heure, si je ne me trompe pas, là-dessus aussi, c'est sûr que si le bien, et nous on n'est pas agent immobilier, il y a quand même des professionnels qui l'ont estimé, à partir de là où il y a une marge de manœuvre et que le client est enclin à aller vers ce produit et qu'il a été complètement, encore une fois, préparé, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Vous avez, vous, et au nom des banques qui sont vos partenaires, vous avez un regard plus rassuré, plus serein lorsqu'il y a un intermédiaire, un agent immobilier qui a fixé la valeur d'un bien dans ce genre d'opération?
c'est indéniable. Aujourd'hui, la différence, elle est… Tu sais, il y a le côté émotionnel de c'est ma maison, c'est mon chez moi. Donc, il y a toujours ce côté-là qui doit être revu. Et dès lors, ça permet, en tout cas, clairement, d'avoir un tiers de confiance, je dirais, qui indéniablement donnera la vraie valeur du bien entre la valeur émotionnelle et, je dirais, la valeur rationnelle. Bien sûr, Donc, bien oui, sûr. c'est Alors, de toute dernière manière, c'est question, indéniable. et ensuite pour revenir vers Hervé et vers Vanessa. Bon, on a parlé du crédit en général, sans distinguer, mais on a senti que ça concernait beaucoup les accédants, les primo-accédants dont la proportion se réduit, les investisseurs locatifs. Alors, j'insiste parce que on fait le constat aujourd'hui que l'accession étant difficile, il y a un report sur le marché de la location qui vient peser, qui vient mettre de l'inflammation sur un certain nombre de marchés, notamment dans les villes les plus attractives. Donc, il faut plus d'investisseurs, plus d'investissements. Ils sont servis comment en termes de crédit, ces investisseurs? On les regarde comment aujourd'hui? Ils ont plutôt des revenus supérieurs. Ils ont à mettre en face des revenus fonciers, des loyers qui vont entrer. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Aujourd'hui, ce qui se passe déjà, c'est que par rapport justement aux critères du Conseil de stabilité financière, il n'y a plus de différentiel foncier. C'est-à-dire qu'auparavant, on faisait le calcul entre justement les loyers qui pouvaient être perçus ou à percevoir versus le crédit qui était versé dessus. Et qu'aujourd'hui, on va prendre uniquement les revenus versus les charges. Il ne faut pas dépasser les 35% d'endettement. Donc concrètement, je dirais, on a exclu les investisseurs, je dirais, lambda, et on parle de pouvoir d'achat de ceux qui, justement, veulent préparer leur retraite en ayant un ou deux biens immobiliers qui permettra d'avoir un revenu complémentaire dès lors qu'ils arriveront à l'âge de pourquoi pas de partir en retraite. Et donc, je dirais qu'on a surtout balayé cette catégorie-là complètement, parce qu'aujourd'hui, dès lors que tu as acheté ta résidence principale à des prix, comme on l'a expliqué, qui ont fortement augmenté au cours des dernières années, la marge de manœuvre pour avoir un bien immobilier supplémentaire et faire du locatif, elle est quand même très réduite. Une question m'est posée, donc t'est posée, toujours sur les souplesses qu'on pourrait mettre dans le système, sur la durée des crédits. Alors effectivement, on a en plus parlé, toi et d'autres, d'assouplir le taux d'effort, de laisser les banques juges. Sur cette durée maximum, on va dire de 25 ans dans l'ancien, on a connu plus, on a connu 30, 35 ans, tu peux nous le rappeler. Est-ce que toi, tu jouerais là-dessus ou est-ce que ce n'est pas là-dessus que tu jouerais? Voilà. Alors, c'est toujours pareil, ça dépend de l'équation. Quand les taux, on l'a connu notamment d'ailleurs entre 2005 et 2008, où je dirais qu'à l'époque, les taux étaient au niveau qu'on avait à l'heure actuelle, voire même plus élevés, parce qu'on y arrive, mais on le rappelle en 2007-2008, on était quand même au-delà de 5% sur 25 ans. La difficulté, c'est que forcément, il y a une équation par rapport au taux d'intérêt, et que plus la durée est longue, plus l'écart entre 25, par exemple, et 30 ans est très minime. L'écart est vraiment minime. Donc, personnellement, je trouve que c'est un mécanisme qui peut se faire forcément dans une période de taux bas, parce que dans une période de taux bas, on amortit fortement le capital. Dans une période de taux haut, on se retrouve quand même dans une situation où, je dirais, la différence est quand même moindre. Alors, là, je parlais vraiment si on allait au-delà de 30 ans. Mais techniquement, aujourd'hui, une des mesures qui pourrait être faite, et pour les primo-accédants qui arrivent sur le marché, entre payer un loyer pendant 30 ans et avoir un crédit pendant 30 ans, et qui sera sûrement amené à diminuer parce que les revenus vont aussi évoluer, je pense que la question, on peut y répondre rapidement et favorablement. Oui, on peut d'ailleurs dire la différence, alors là on va paraître savant, entre la durée et la duration. C'est-à-dire qu'on s'engage pour 25 ans, mais on rembourse bien avant. On rembourse bien avant parce que déjà la durée d'un prêt immobilier aujourd'hui, elle est comprise entre 7 et 8 ans. Techniquement, un bien immobilier, on achète un premier emprunt, un premier emprunt avec un premier achat, ensuite la famille s'agrandit, etc. On a un cycle qui se traduit notamment ainsi. Donc, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on va forcément amortir du capital. On a des prix qui ont continué à progresser pendant des années, mais on a aussi connu des périodes de baisse. Je rappelle 2012, 2008, on a eu aussi des périodes, alors il y a eu aussi en amont. Mais par contre, on capitalise quelque chose, quoi qu'il arrive. Et s'il arrive quoi que ce soit
à l'emprunteur ou au co-emprunteur, on laisse aussi du patrimoine à ses enfants. Si on reste locataire, il reste le loyer. Il n'y a pas d'immobilier, il n'y a pas ce capital supplémentaire pour le quotient familial. Pour faire le lien avec Vanessa et Hervé, quelle était en temps ordinaire la proportion d'emprunteurs, investisseurs locatifs dans l'ancien chez toi? Et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Chez nous, on était en fonction. Alors là, tu parles vraiment dans l'ancien, hein, sachant que oui, forcément, tu peux on a distinguer, beaucoup d'investisseurs dans le neuf. Oui, On va dire, mais peu importe. si on reste dans l'ancien, on était à 30%, quand aujourd'hui, on est tombé concrètement à moins de 10% à l'heure actuelle. Donc, en tout cas, je parle vraiment sur la partie investisseur. Hein. D'accord. Merci beaucoup. Hervé, on reprend cette question des investisseurs. Donc, on parlait tout à l'heure de restriction du marché, tu as donné tes chiffres, mais à l'intérieur, si on regarde segment par segment, primo-accédant, accédant tout court et investisseurs, on est en train d'en parler, quelle évolution tu vois? Est-ce que vous avez perdu beaucoup d'investisseurs parce que les crédits ne passent plus ou parce qu'ils n'ont plus envie? Qu'est-ce que vous constatez chez Megaagence là-dessus? D'une façon générale, l'investisseur, s'il était, je vais le qualifier de fortuné, avec un appel au crédit relativement limité, etc., Oui. Oui. On ne va plus le voir. On va plus le voir. Aujourd'hui, tout ce qui est fait et la situation d'inflation, etc., fait qu'un rendement à 4% ou 5% imposable n'intéressera pas quelqu'un qui peut avoir le même rendement avec une flat tax, voire même plus. Donc, ça ne l'intéressera pas. Là où on va continuer à avoir, nous, des investisseurs, de nouveau, je vais le dire de façon un petit peu provocante, c'est quand c'est le pauvre qui a besoin d'investir. L'immobilier est le seul placement qu'on peut faire à crédit. C'est le seul investissement qu'on peut faire à crédit. Eric le disait, c'est le seul investissement pour la retraite qu'on peut faire à crédit. Il n'y a pas un seul autre placement. Donc, il reste encore cette part d'investisseurs qui rêve de changer son destin ou qui a envie de changer son destin et qui raconte le coup de changer son destin. En soi, je dirais que c'est très grave parce que ça reste au niveau des problèmes de riches, comme je dis toujours, mais donc, ça le disait, il y a eu d'autres périodes où c'était plus favorable, etc. Ça, c'est certain. Ce qui est plus gênant, toujours, c'est la conséquence de. C'est pas forcément l'action, c'est la conséquence de. Tu le disais tout à l'heure, il manque, et la sénatrice le disait, il nous manque des logements. Il nous manque des logements qu'on ne construit pas, des logements qu'on ne rénove pas. Il y a des logements vacants maintenant, non pas seulement parce qu'ils sont mal placés, mais en plus parce qu'ils ne sont plus dans les bons DPE et on ne va plus pouvoir les louer. Il y a 7,5 millions de logements quand même qui, à terme, ne pourront plus se louer. Toutes ces situations-là sont des situations qu'il faut prendre à bras le corps si on ne veut pas avoir ce problème-là. L'investisseur qui va faire des travaux dans ces logements-là, on en a besoin. Donc, il y a ces mesures-là, il y a des mesures à prendre pour qu'on puisse retrouver ces bons niveaux d'investissement. Et le deuxième volet qu'on a perdu le plus, c'est les primo-accédants. Le primo-accédant qui a quelques dizaines ou centaines d'euros près, parce que ce n'est pas grand-chose parfois, mais on le disait à l'instant, passer de 25 ans à 30 ans, c'est 50 euros par mois pour 100 000 euros. Je le dis dans les grandes lignes, Eric me dira le contraire si je me suis trompé, mais c'est à peu près ça, je pense, sur l'épaisseur du prêt. Donc, l'empreinte de 100 000 euros, c'est 100 euros par mois d'écart. Ça veut dire 300 euros de revenus. Encore une fois, je le mets dans les cotes mal taillées. Oui, les 300 euros de revenus, je ne peux pas les inventer si je ne les ai pas, et le crédit, je ne l'ai pas. Alors que, est-ce que je pouvais les payer? Oui. Ouais. Alors, c'est important parce que j'ai l'habitude de dire attention de ne pas avoir de discours de riche. Voilà, la réalité, c'est celle-là. Hein, le cœur de la clientèle de Megaagence, par exemple, c'est ça. Hein. Le prix moyen de vente en France, c'est 200 000 euros. Ce n'est pas les milliardaires qui achètent des villas sur la Côte d'Azur. Ce n'est pas des prix parisiens. Parce qu'avec 200 000 euros à Paris, on achète juste un petit studio. Le prix moyen de vente est un peu plus de 200 000 euros. Bien Donc, sûr. On parle bien. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais plus inquiet des conséquences que de notre propre sort. Bien sûr. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu,
c'est pas notre ressort à nous. Nous, on le disait, Vanessa le disait tout à l'heure, on a connu des crises. Moi, j'ai démarré avec la guerre du Golfe. Donc, on a connu des situations bien plus graves que celle-ci pour le métier. Mais pour la société, c'est pas forcément le cas parce qu'il y a d'autres contextes aujourd'hui qui n'existaient pas. Proportion chez toi aujourd'hui et il y a, je sais pas, 1 an ou 2 ans, des investisseurs. Alors, nous, on en avait un peu moins. C'était à moi ou à Vanessa? Oui, non, Hervé, ensuite Vanessa apparaîtra, elle répondra à la même question. Alors, voilà, rapidement, nous, on en avait moins que ce que disait Eric, parce qu'on est effectivement pas mal situé dans des zones qui sont des zones périphériques aux villes et moins dans les centres-villes. Donc, on avait moins de volume d'investisseurs, on était plutôt aux alentours des 20 points et pas aux alentours des 30 points. Mais malgré tout, il y a une différence. D'accord. Juste Henri, si tu permets. Bien sûr, oui, j'en prie. Pour compléter les propos d'Hervé, justement, tout à l'heure, quand on parlait justement du président qui explique que le marché doit se réguler, je dirais, de manière naturelle, et pour justement répondre à la question, quand tu disais de rallonger la durée des crédits, j'insiste encore une fois sur le fait que, déjà, premièrement, les critères du HCSF ont été légiférés, donc c'est-à-dire qu'on a rendu quelque chose obligatoire qui fonctionnait plutôt très bien jusque-là, parce que les banques le contrôlaient, le maîtrisaient, et une banque connaît son client. Et que techniquement, peut-être, oui, il est préférable qu'un client, en tout cas, règle 50 € de plus tous les mois, plutôt que de prendre 50 000 € d'intérêt en plus sur son crédit en rallongeant la durée de 3 ou 5 ans. Et donc, c'est là où ça pose un sujet où je pense qu'il faut à un moment, peut-être, justement, faire preuve de bon sens, je dirais, naturel, et de revoir en tout cas certains critères qui ont été pour le coup légiférés et donc marbrés pour la suite. D'accord. Vanessa, question sur les investisseurs. Alors, c'est peut-être sur l'activité plus traditionnelle du groupe Bénédicte que tu peux t'appuyer, mais est-ce que tu constates aussi une perte en ligne du nombre de ceux qui achètent de l'ancien à destination locative? Alors, côté Homeloop, on a beaucoup d'investisseurs qui vendent leurs biens parce qu'ils ne veulent pas faire les travaux pour mettre leur appartement aux normes suite au DPE. Voilà. D'accord. C'est le constat. Et du côté Bénédicte, je dirais qu'effectivement, on a vraiment beaucoup moins d'investisseurs, de l'ordre peut-être de 20 ou 30%. Et peut-être différemment de ce que disait Hervé, moi, les investisseurs qui ont besoin, si vous voulez, d'investir par nécessité pour se constituer un patrimoine, les petits investisseurs, entre guillemets, oui. ceux-là, je les ai plus. Je les ai plus. Enfin, je ne sais pas, ils sont dans l'attentisme, ils ne peuvent plus, ils attendent peut-être la baisse des prix, ils sont peut-être inquiets. Par contre, ce que j'ai curieusement, c'est les gros investisseurs, ceux qui veulent se constituer du beau patrimoine, quelque chose d'un peu bourgeois, des gens qui ont 600, 700, 1 million d'euros de budget, 1,5 million même, ceux-là, on les a encore. D'accord. Alors, sachant qu'on rappellera là aussi que le recours au crédit est souhaitable pour un investisseur. Ah ben, bien sûr. Voilà, c'est très clair. C'est fiscalement, notamment, favorable. Très bien. Sur les mesures souhaitables, Vanessa, puisque tu es là, et ensuite Hervé, alors on a parlé du crédit, de ce qui pourrait être fait, avec le concours d'Éric et le vôtre. D'autres mesures sont évoquées pour relancer, redonner de l'énergie au marché de l'ancien. Alors on a parlé de la déductibilité des intérêts d'emprunt, on a connu ça à l'époque du président Sarkozy, au début de son mandat. On peut penser à d'autres types d'aides. On peut penser à la modération des droits de mutation. C'est peut-être pas la période pour les départements, mais enfin, voilà, parlez très librement. Vous n'êtes pas là pour vous censurer parce que ça coûterait trop cher. Qu'est-ce qui vous paraîtrait souhaitable pour accompagner? On a parlé de la baisse des prix. Ça, c'est le travail des agents immobiliers, des négociateurs et du marché. Voilà votre regard, très, très concrètement. Alors, nous, chez Homeloop, on a pris le parti de redonner du pouvoir d'achat à nos clients, et donc on a spontanément, et on continue à le faire, et cela pendant une période de 6 mois, on baisse le prix de tous nos biens de 5%. Donc, immédiatement, lorsqu'on les achète, on les baisse par rapport au prix qu'on avait envisagé de les mettre en vente. Et on les baisse de 5%. On constate une chose, c'est que ça répond.
Quand Ouais, on c'est ça. prix 5%, C'est ça. ça répond immédiatement. Et donc, moi, j'y vois évidemment un intérêt, c'est de faire tourner mes stocks plus rapidement. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, et on l'entend d'autres agents immobiliers, ça tient, on ne va pas dire à peu de choses, mais on ne parle pas de souhaiter un effondrement du marché, mais d'une correction. Et 5%, ça peut débloquer une vente, en clair. Ben, franchement, 5%, ça peut effectivement débloquer une vente parce que, alors, on ne redonne pas complètement le pouvoir d'achat parce qu'on n'arrive pas à compenser la hausse des taux, mais ça dépend sur certains montants, ça peut représenter une somme importante, même sur les petits Bien montants. sûr, bien sûr, c'est très clair. Et si on renvoie ça à l'équation du crédit, ça change aussi beaucoup de choses. Hervé, intéressant de vous entendre proposer des solutions qui sont dans vos mains aussi. Hein. Alors, c'est à notre petit niveau, mais on fait ce qu'on peut. Hein. Non, mais voilà, mais je veux dire que et ça, pour le coup, ça satisfera le président Macron, je ne dis pas qu'il nous écoute, peut-être des personnes de son entourage. En tout cas, on balaye devant notre porte. On n'attend pas tous les pouvoirs publics. C'est un point important. Hervé, il y a une mesure, il y a des choses, ou peut-être des pratiques professionnelles de méga-agences d'ailleurs, qui s'ajustent différemment. Alors, oui, déjà, enfin, moi, j'adorerais avoir Vanessa comme cliente parce que nous, c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec nos clients, leur faire comprendre qu'aujourd'hui, effectivement, la part de rêve qu'ils pouvaient inclure dans le prix, elle ne doit pas y être. Et il y a tout un travail, alors qu'on fait de longue date, parce que le fait de rapprocher la prétention du vendeur et celle de l'acheteur dans l'immobilier, c'est quand même l'ADN de notre métier, hein, de bien évaluer le bien et de ensuite rapprocher les deux volontés. Donc, ça, on le fait, la tendance, elle existe, on a davantage de baisse de prix que ce qu'on pouvait avoir avant dans les durées. Donc, tout ce travail-là, il est fait et le professionnel, dans son service, la qualité de ton service, il doit inclure ce conseil au client parce que ça fait partie de la mission qu'on nous donne. Mais si on prenait les mesures qui pourraient se faire, il y a deux types. Pour moi, il y a deux grandes familles de mesures. Il y a le type de mesures qui coûtent de l'argent à l'État, et ça, on sait que l'État ne voudra pas trop les lâcher, et puis celles qui coûtent rien. Si on prend celles qui ne coûtent rien, c'est celles dont on parlait tout à l'heure, avec l'assouplissement des crédits, la durée, le taux d'endettement, les fameux 20% de critères maximum, pourquoi pas dépasser à 25%. Bref, sans tous les calculs dont tu parlais tout à l'heure, ça me semble quelque chose simplement de bon sens qui coûte zéro, hein, qui coûte absolument zéro. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui coûte absolument zéro, la sénatrice en parlait tout à l'heure, c'est la fameuse loi ZAN, qui est une catastrophe parce qu'elle limite le volume de foncier disponible, la quantité de projets, donc la construction de logements, et donc ensuite l'augmentation du parc. Oui. Et cette absence d'augmentation du parc, mais dès aujourd'hui, fait que les acheteurs de neuf vont sur l'ancien et qu'on cumule la hausse en faisant ça, qu'on met davantage d'acheteurs. Et de nouveau, c'est l'inverse du mécanisme qui est attendu par les pouvoirs. Donc, ce deuxième point ne coûte pas d'argent, de nouveau. Le troisième point qui ne coûte toujours pas d'argent, c'est d'assouplir les contraintes réglementaires, copropriété, DPE, etc., tous les investissements obligatoires qu'on oblige à faire. Après, il y a évidemment des parties qui sont plus fiscales. Aujourd'hui, on a mis maintenant, il y a très longtemps, une plus-value à 20 ans, puis CSG-RDS à 30 ans. Et au bout de 20 ans, aujourd'hui, les 3/4 de la CSG-RDS ne sont toujours pas amortis. Une mesure simple qui coûte, là, en revanche de l'argent, c'est de libérer un volume de biens à la vente, fait baisser les prix d'ailleurs. On aurait davantage de biens en vente, davantage de concurrence, automatiquement, en tout cas, moins de possibilités pour les monter. Et là, on a un levier qui, certes, coûte de l'argent, pas par des subventions, mais par de l'économie fiscale. Sur certes des gens qui ont gagné de l'argent, de nouveau, la plupart des vendeurs, ce sont des particuliers qui vont faire un réemploi. Deux questions pièges, on arrive vers la fin du débat. La première, est-ce que sur les honoraires pratiqués chez Mégagence par vos agents, je pourrais poser la même question à Vanessa, elle a répondu sur un effort commercial, stratégique qu'elle fait. Est-ce qu'il va y avoir une érosion parce que c'est une façon de regagner le pouvoir d'achat que de payer aussi un peu moins cher le service? Est-ce que c'est une proposition spontanée? Qu'est-ce qui se passe autour des honoraires? Et la deuxième question, je te la pose tout de suite. Alors là, c'est un gros mot. Est-ce que une taxation de la plus-value sur les cessions de résidence principale calmerait le jeu des prix et est-ce que ce serait imaginable avec une taxation faible, par exemple, mais qui porterait sur des résidences qui aujourd'hui sont exonérées, je le rappelle.
Je vais répondre à la deuxième en premier, si tu veux bien, puisqu'elle est dans la droite ligne de ce qu'on se disait juste avant, tout simplement. Dans l'idée de taxer la revente des résidences principales, il y a une bonne partie de la situation qui va faire que ceux qui auraient eu envie de vendre pour éviter de payer la taxe vont attendre la prochaine mandature et donc vont dire bah non, je ne vais pas le faire. Dans le programme du prochain, il y aura peut-être l'absence d'eux et ils ne vont pas mettre en vente. Donc là, on va encore plus raréfier l'offre. Eh bien, on l'a vécu, hein, ce type de choses, le changement de la plus-value, on l'a vécu dans les dernières années. Lorsque la plus-value était descendue en termes de durée, il y a eu un appel d'air. Lorsqu'elle a été remontée, il y a eu un mouvement de blocage. Donc, d'augmenter cette pression fiscale, l'immobilier rapporte déjà plus de 50 milliards d'euros à l'État par an. Je ne pense pas que ce soit une solution pour que le marché aille mieux. Mais donc ça, c'est la première chose. Donc, pour répondre à cette question, moi, personnellement, je pense que ce serait plutôt une mauvaise nouvelle qu'une bonne et pas forcément quelque chose qui résolverait le problème que nous avons. Après, pour ce qui est de la part des honoraires, Agence, alors, Agence, de nouveau, nous, on a ce modèle un peu particulier d'avoir des indépendants dans notre métier. C'est eux qui vont pouvoir gérer la part d'honoraires à chaque transaction, le barème évidemment que nous avons. Il trouve que déjà aujourd'hui, de par notre mode de fonctionnement, de par la situation, la plupart des transactions, elles vont se faire avec un accord entre acheteur, vendeur et l'agent immobilier, l'intermédiaire qui agit. On est facilitateur de projet. Un facilitateur de projet, immanquablement, il ne reste pas sourd à un besoin acheteur-vendeur. Si demain, parce qu'il faut rappeler que la part des honoraires, aujourd'hui, elle est relativement faible. On est sur des honoraires à 5% à peu près. 5%, Absolument. Et on parle TTC avec 20% de TVA qu'on reverse à Bercy. Donc, de nouveau, on est très bons acteurs pour M. le maire. La part des honoraires, quand bien même on enlèverait 500 euros par transaction, ça ne réglera pas le sujet. Bien sûr. Ça ne réglera pas le sujet. Donc, c'est du gré à gré qui se fait et qui se fait avec intelligence et bon sens de la part de nos mandataires à chaque opération. Ils ont à cœur, en tant qu'indépendants, de mener à bien cette opération-là. Ça ne peut en aucun cas être une solution. Ça peut être un effet de manche pour faire plaisir, mais ça n'est qu'un effet de manche. Si nous, demain, on le décrétait, on n'aura pas ce format, en tout cas, nous, d'action, qui serait plus de la pub, d'ailleurs, qu'autre chose, en disant qu'on va baisser de 500 euros nos honoraires. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour le bien des consommateurs et de nos mandataires. Grand merci. Écoutez, je voudrais, moi, vous remercier tous les quatre. La sénatrice n'est plus avec nous, mais voilà, on lui fera savoir ses remerciements. Je trouve que vous avez été d'une très grande franchise, très grande sincérité, chacun dans vos activités, dans votre regard sur le marché, avec aussi le sens de la responsabilité, je disais, vous proposez des choses sans attendre des actions publiques. Je vais repasser la parole à Benjamin qui va avoir le mot de la fin, comme il a eu le mot d'accueil, qui va nous rappeler la prochaine date. Je ne doute pas qu'il l'ait sous les yeux. Et puis voilà, je vous dis, je vous souhaite une très belle soirée. Encore merci à Vanessa Bénédicte, Hervé Lefebvre face à moi, face à nous, la sénatrice Amel Becker et Eric Younger. Merci à tous les quatre. Merci Henri. Merci. Merci Henri, merci à tous nos intervenants, encore une fois, qui ont eu un débat de qualité. Je voudrais revenir sur 2 points. J'entends souvent nous dire que le marché de l'immobilier avait atteint un point haut, c'est vrai, quasiment 1,2 million de ventes en une année. Rappelons quand même que ça avait permis en France de faire baisser le chômage, parce que notre marché avait beaucoup embauché, et de faire vivre un grand nombre de Français. Donc, je voudrais quand même rappeler que les conséquences de la crise que nous sommes en train de vivre vont être catastrophiques en termes d'augmentation du chômage et de perte de pouvoir d'achat, puisque c'est un mot qui plaît à notre cher président. J'aimerais aussi rejoindre les syndicats dans l'alerte rouge qui a été envoyé à notre président. Je rappelle la FFB, l'UNIS, la FNIM, la FPI et Procivis, pour lui dire qu'il est plus
c'est plus le moment de faire un constat, mais il est important d'agir. On l'a rappelé ce soir et je voulais encore une nouvelle fois le rappeler et vous remercier encore pour ce débat. La prochaine conférence des managers de l'immobilier aura lieu le 13 juin et on vous informera prochainement du thème. Bonsoir à tous et encore merci. Je rappelle qu'on était près de 600. Je remercie aussi les participants pour leur assiduité et leurs questions. Évidemment. Bye bye. Merci, au revoir. Salut.